OK, donc, comme disait Matt, ça peut sembler paradoxal, mais quand on est dans une crise, comme celle qu'on a aujourd'hui, c'est, je dirais même dangereux, voire fou, de penser petit ou de penser seulement en court terme. Et c'est non seulement dangereux, mais c'est aussi prévalent dans la société euh, que plus ça va mal, on dirait que plus les gens vont avoir tendance à hésiter ou à douter de ce qu'ils ont à faire. Puis justement, hier, j'étais à un événement sur Haïti qui avait lieu à l'UQAM. Et c'était vraiment évident que vous aviez 4 panélistes qui étaient incroyablement concernés par le développement d'Haïti, mais qui n'avaient vraiment aucune idée de comment démarrer ça. Donc, 4 panélistes qui étaient vraiment enragés. Ça va mal, la population vit dans leurs excréments, c'est horrible. Et là, ils disaient, ah, donc il faut changer le gouvernement haïtien. Ou il faut planter des arbres, ou je ne sais pas quoi. Et ce que Larouche a lancé, le projet Nawapa, qui était un projet discuté déjà dans les années 60, c'est ce genre de projet-là, qui pour certains est aussi un projet urgent, comme on va le voir plus à la fin, mais qui est un projet nécessaire pour le développement des 50 prochaines années. Et c'est seulement avec ce genre de mentalité-là qu'on peut justement se sortir de la crise actuelle. OK. Donc, je vais mettre l'accent, Nawapa a évidemment plusieurs facettes, mais je vais mettre l'accent sur une description rapide de l'aspect canadien et me concentrer sur la région ici, prairie canadienne. Plus d'un point de vue historique, mais je pense que c'est important de ramener les gens à la réalité, surtout au Canada où euh, on a une grave maladie qui s'appelle l'environnementalisme. Et, euh, et j'espère qu'après cette présentation-là, les gens vont avoir une meilleure idée justement de vraiment comment l'être humain peut et doit changer son environnement, changer la biosphère, changer l'univers, afin d'assurer son développement et le développement aussi de l'univers. Pas juste du sol ou de la terre ou de l'environnement, mais son environnement qui est aussi au-delà de la planète Terre. Donc, rapidement, il y a beaucoup de vidéos là-dessus qu'on a fait sur notre site qui vont plus dans les détails. On aura la chance d'en parler aussi pendant la période de questions, si j'ai des questions sur certains aspects peut-être plus pointilleux. Et vous avez la partie nord-ouest, la partie de l'Alaska, où on a une série de barrages et de tunnels qui vont permettre la cueillette et la création de réservoirs de quantité phénoménale d'eau. De l'eau qui provient non seulement de glaciers ou de glaciers qui sont dans cette région-là, mais surtout de la précipitation de l'eau, de l'évaporation de l'eau de tout le continent qui se ramasse dans cette région-là. C'est-à-dire que même si vous êtes ici ou ici dans les prairies, il y a des rivières, des lacs, mais l'évaporation de cette eau, 25% va se ramasser ici à cause des différents courants marins, à cause de différents... comme on va voir plus tard, le rôle des océans est très important. Donc cette eau-là, il faut la réacheminer vers le sud. Vous voyez, il y a une série de canals, de tunnels qui vont à travers la Colombie-Britannique pour ensuite passer aux États-Unis jusqu'au Mexique. On va en reparler plus tard. Et il y a un aspect aussi qui va passer par les prairies canadiennes, rejoindre les Grands Lacs. C'est énormément de canalisation et c'est aussi un énorme développement de la capacité de production minière, de donner accès justement à des mines, un accès peu coûteux par la canalisation et aussi
Ici, ce que vous voyez, c'est une série de chemins de fer qui devront être réalisés aussi pour non seulement acheminer le matériel pour Nawapa, mais aussi justement aller chercher les ressources nécessaires pour le développement, pas seulement du Canada, mais le développement au niveau international. C'était rapide, je sais. Donc, ce que vous voyez en blanc ici, c'est le canal du Pacifique jusqu'au Grand Lac. Et surtout dans la partie de l'Alberta au nord, il y a beaucoup de canalisation qui doit être faite. C'est-à-dire que les rivières ne sont pas naturellement connectées comme ça. Donc, ça va prendre beaucoup de construction à ce niveau-là. Et la région ici, c'est de ça dont je vais vous parler parce que les gens connaissent un peu le rôle du Canada dans la production agricole mondiale. Le Canada, malgré une population assez petite, est le sixième producteur de blé au monde. On produit 25 millions de tonnes par année. On en exporte 19. Donc, on nourrit beaucoup de gens. Et depuis les années, depuis le début du 20e siècle, le Canada a été responsable de sauver des millions de personnes, par exemple, en Russie, en Chine, en Inde, les sauver des famines. Donc, le blé, l'orge, la luzerne qui était produite, s'est ramassé là-bas. Et encore aujourd'hui, évidemment, c'est un des rôles. Le blé joue un des rôles. C'est une des céréales les plus importantes dans le monde. Donc, d'ajouter de l'eau, c'est-à-dire le projet Nawapa dans les années 60 parlait d'augmenter la quantité d'eau annuelle de environ 25 milliards de mètres cubes d'eau par année, ce qui représenterait un accroissement de 50 % de la capacité de développement agricole. Et ce qui n'est pas peu dire, parce que le Saskatchewan, vous avez le triangle bleu, cette province ici, produit 60 % du blé canadien. Beaucoup de bétail aussi, mais surtout le blé. Donc, d'augmenter cette capacité-là représente pas seulement quelque chose de bon pour le Canada, mais déjà qu'on exporte pas mal tout ce qu'on a. Puis il faut continuer d'exporter jusqu'à ce qu'on arrive à un point où d'autres nations sont capables de suivre le modèle de Nawapa et développer leur propre capacité aussi. Donc, il faut que le Canada accroisse sa production agricole d'ici les prochaines années. Et sûrement pour beaucoup de gens à Montréal, ça peut sembler très normal que le Canada produise des céréales. On a des bonnes terres. On a des bonnes terres dans les prairies. On a des grosses machines. Tout va bien. Mais évidemment, il y a une partie de l'histoire canadienne qui est très mal connue, qui est connue dans les prairies, mais ici, on en parle très peu. Et c'est justement le fait que les prairies n'ont pas toujours été, comme on dit en anglais, le breadbasket ou vraiment le centre de production agricole qu'on connaît aujourd'hui. Et une des raisons, c'est ce que vous voyez là. Vous voyez différents types de sols, mais cette région-là, c'est une région qui s'appelle le triangle Palliser, P-A-L-L-I-S-E-R, nommé après un géographe anglais qui arrivait de l'Est. Il est arrivé dans le triangle Palliser, il a dit « Ici, il n'y a même pas d'arbres, les terres sont trop pauvres, ces terres-là vont être un problème pour la colonisation du Canada. » Quelques années plus tard, je vais vous montrer donc John Palliser, qui était géographe et à qui on avait demandé de partir en expédition. Les Britanniques avaient créé ce qu'ils appelaient l'expédition Palliser pour aller étudier l'Ouest canadien. Et ses conclusions étaient que les terres sont trop mauvaises
parce qu'il était arrivé là en temps de sécheresse. Mais un peu plus tard, John Macoun, Irlandais qui travaillait à cette époque-là, quand il a fait son rapport, il travaillait avec le Canadian Pacific Railway. Et il était là pour étudier les terres. C'est, à vrai dire, c'est un botaniste amateur, mais il était tellement bon que finalement, il travaillait pour le gouvernement plus tard. Et lui, il est arrivé là, puis il a dit, ben non, les terres sont fameuses. Même que ce serait une terre qui serait propice à la culture du blé, qui n'était pas vraiment développée à ce moment-là comme aujourd'hui. Mais c'est sûr qu'aussi, il était arrivé dans un moment où les pluies étaient assez abondantes. Donc, quand vous entendez, on entend ça souvent quand on organise dans la rue, les écologistes vont vous dire, oui, mais il faut simplement faire pousser la nourriture là où c'est propice. Ça ne donne rien d'étirer le sol pour faire produire de l'agriculture, on va juste détruire le sol. Bien, le vrai problème, c'est que ce genre d'endroit-là, ça n'existe pas vraiment. C'est soit dès qu'il y a une intervention humaine, ou même la nature elle-même. La nature n'est pas nécessairement intelligente, mais la nature n'a pas un bac en géologie ou en agriculture. Il y a des choses qui sont vraiment là et qui sont des énormes défis, comme je vais vous montrer, et que seul l'être humain peut résoudre avec des efforts souvent, des efforts titanesques. Donc, vous avez deux scientifiques qui parlent du même endroit et leur opinion est complètement opposée. Oups. Donc là, vous voyez, c'est à peu près ce qui est en rouge, c'est le triangle Palliser. Et vous voyez que l'eau traverse directement au cœur de cette région-là. Et c'est aussi, pour la Saskatchewan, c'est aussi, il y a beaucoup d'eau au nord. Il y a très peu d'eau dans le sud, mais les meilleures terres sont au sud. Donc, déjà là, l'idée d'acheminer l'eau, l'idée de changer la conception du sol par l'eau est très importante, parce que ce n'est pas la nature qui va le faire elle-même. OK. Et donc, c'est ça. Donc, cette région du triangle Palliser, depuis au moins le 13e siècle, selon certaines études, a toujours subi des sécheresses. Quand on parle de sécheresse, ça veut dire que ce n'est pas nécessairement un désert tout le temps. Ça monte, ça descend. La température change, dépendamment de certains critères qu'on va discuter plus tard. Et au début du siècle, on a commencé à avoir des sécheresses beaucoup plus arides, surtout dans les années 1910, 1915, 1917. Et un peu plus tard, est arrivé un phénomène qu'on a surnommé le Dust Bowl, donc le bol de poussière. Et c'était le mot propice. En anglais, on disait aussi, quand on parlait de ces années-là, on parlait des Dirty 30s. Donc en québécois, les années 30 sales. Et c'était vraiment ça. Vous aviez des sécheresses qui non seulement détruisaient l'agriculture, détruisaient vos récoltes, mais vous aviez aussi une érosion du sol. Parce que le problème, c'est que quand les fermiers, quand les agriculteurs étaient dans cette région-là et que la température était plus ou moins propice au développement, quand il y avait des pluies abondantes, les récoltes étaient vraiment bonnes. On parlait même de l'or canadien, en parlant du blé. C'était la nouvelle or. Et les techniques agricoles étaient plantes, labour, récolte, vent sur le marché. C'était à peu près ça. C'était très rudimentaire. Donc, il y a un peu un abus du sol et l'espèce de boom, le boom économique, a fait que aussi il y a plusieurs autres terres dans cette région-là qui sont moins propices au développement, mais qu'on a quand même essayé de labourer. Et ça a créé tout un phénomène d'érosion du sol. C'est-à-dire qu'avec la sécheresse, avec les vents, le sol, qui était une des meilleures qualités au monde, ce sol-là s'en allait avec les vents.
Et quand on parlait du Dust Bowl ou des Dirty 30s, c'était vraiment ça. C'est-à-dire que non seulement il n'y avait pas d'eau, donc faites une croix sur un bon bain avec du savon pendant plusieurs mois. Même que les gens lavaient leur vaisselle avec du sable, parce qu'il n'y avait pas d'eau. Tu voulais enlever la nourriture. Mais aussi, c'était les Dirty 30s, parce que si vous alliez prendre un verre de bière au bar, bien, vous aviez votre bière avec un petit peu de brou, puis vous aviez une petite couche de poussière. Vous mangiez de la poussière, vous leviez le matin, c'était la poussière. Et ça pendant des mois, voire des années. Okay? Donc, c'était vraiment ça, c'était vraiment le meilleur nom possible. Mais là encore, il faut s'enlever de la tête. C'est pas le sable qui vous arrive, c'est les meilleures terres au monde. OK? Donc, c'est pas du sable de la plage. Là. Que ça, là, s'il est travaillé, il peut vraiment produire beaucoup au niveau agricole. Et vous avez des endroits, certaines fermes, où on parle voire de 1 mètre ou 1,50 m de terre qui partait à travers les mois. Et c'est un énorme problème, évidemment. Mais avec des sécheresses, souvent on dit que les gens ont besoin d'une urgence avant de bouger. Bien, dans des sécheresses, l'urgence n'est jamais vraiment là, parce que le fermier, souvent, la mentalité, c'est-à-dire, même si tu plantais et que tu perdais ta récolte, les gens disaient quand même, c'est pas grave, l'année prochaine, ça va aller mieux. Tu perdais ta deuxième récolte, l'année prochaine, ça va aller mieux. Écoute, le blé, ça a un bon rendement. J'ai mes machines que j'ai achetées, je vais pouvoir payer mes dettes, etc., etc. Donc, les gens s'accrochaient. Puis, là, on parle de, surtout les années 30, vers les 1930-31, c'est là où des très grosses sécheresses ont frappé le Canada. Et ça a pris le 11 mai 1934, où, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est mieux que là. OK, là, vous voyez votre champ s'en va de votre ferme. Le 11 mai 1934, il y a eu un énorme bassin de sable, de poussière, qui s'est déplacé du centre du triangle Palliser, mais aussi des États-Unis, le nord-centre des États-Unis, qui est une région aussi aride, et qui s'est déplacé vers l'est. Et ça a été estimé après que ce nuage-là était équivalent à environ 300 millions de tonnes de sol agricole. Et ça, c'est plusieurs dizaines de milliers, équivalent de plusieurs dizaines de milliers de fermes. Et le nuage a frappé Washington et aussi Ottawa. Et là, les politiciens ont dit, holy shit, là, ils respiraient le bonheur, la campagne, comme on dit, et c'était, tu marchais dans la rue et tu ne peux pas voir à 30 pieds, dans la région Est, donc imaginez avant. Et là, ça a fait réagir les politiciens. Oups. Puis ça, je vais vous montrer, juste vous donner une idée, mais ça, c'est dans la région de la Syrie et de l'Irak. Ce nuage-là est à peu près de 800 km de diamètre. Donc, c'est l'équivalent. C'est l'équivalent de Montréal jusqu'à Chibougamau, à peu près. De Montréal à ici. Donc, ces trucs-là, quand ils partent, ça ne s'arrête pas juste comme ça. Okay. Et puis, je vais juste montrer un court vidéo. Non. Parce que là, je parle des années 30, mais le problème n'est pas résolu. Là, ce que je vais montrer, c'est à Phoenix. Je n'ai pas de date, mais c'est quand même récent. C'est un survol en hélicoptère. Là, ce que vous voyez en bas, là, c'est les routes des maisons. Il va se déplacer un peu. Là, vous voyez l'autoroute en bas. Là. Donc, c'est massif.
pas un petit peu de poussière, on tousse puis on s'en va. Là. Il faut déblayer. Comme on déblaye ici la neige, ben là, il faut déblayer le sable. Et le sable, ça ne fond pas. Okay. Évidemment, comme vous pouvez vous en douter, le phénomène est hyper fréquent sur le continent africain, au Proche-Orient. J'avais une autre vidéo du Soudan, mais je pense que vous voyez un peu l'idée. Ça, c'est à Phoenix, c'est pas ghetto, là, c'est Phoenix, c'est une grande ville américaine. Donc là, on pourrait dire que ça suffit, OK, c'est déjà un gros problème. Mais il y a l'autre problème qui vient avec ça, et surtout à cette époque-là, c'était hardcore, comme on dit. Vous aviez aussi la grêle, vous aviez ce qu'on appelle la rouille qui s'attaque aux plantes, une espèce de fungus qui mange les plantes. Vous aviez des vers. Vous aviez ce qu'on appelle populairement des criquets ou des locustes. Et oups. Et ça aussi, c'est pas le fun. Je vais vous montrer juste un court vidéo. Je crois que c'est en Afrique. Parce que je veux vous montrer, c'est vraiment l'ampleur de ces nuages-là de criquets. Ça, c'est autre chose. OK. Ce que vous voyez dans le ciel, ce n'est pas des oiseaux, c'est des criquets. Vous voyez dans le fond, là, une espèce de... Quand c'est un peu sombre. OK, vous voyez dans le fond, ce n'est pas des nuages. Ça, c'est les criquets qui s'amènent. Et ça, c'est un insecte qui quand naît, a besoin d'humidité, doit manger beaucoup, mange son poids par jour. Et c'était un des pires fléaux que les prairies ont connus. C'est-à-dire que quand les criquets décidaient de passer, ils passaient et il n'y avait rien qui résistait à ça. Et les nuages pouvaient atteindre, on parle de cas en Afrique où les nuages atteignaient 50 km de long. Dans les années 30, il y a un moment donné, il y a un nuage de criquets qui a été arrêté par un vent froid près du lac Winnipeg. Donc le nuage est mort de froid. Et on parlait de plusieurs pieds de creux et 30 km de long. C'était juste des criquets. Fait que là, mettez-vous dans la peau d'un fermier là, qui a sa famille qui dit ben on va faire pousser quelque chose, on va produire de la nourriture, on va nourrir le Canada, on a besoin de fermiers. Là, vous êtes frappé année par année par ce que sûrement plusieurs personnes appelaient des malchances. C'est une bad luck. L'année prochaine, ça va aller mieux. Mais c'est continuel. Et justement, quand on a eu le Dust Bowl en 1934, là, les gouvernements ont décidé d'agir de façon beaucoup plus sérieuse, que ça prenait une mobilisation pour mater ce fléau-là, qui était la sécheresse. Mais évidemment, le problème n'était pas simplement l'eau. C'est-à-dire que là, le premier problème d'urgence, c'était l'érosion des sols. Vous vouliez planter, bien, ça vous prend un sol. Donc, il fallait trouver une façon de saisir le sol pour qu'au moins, on arrête de le perdre. Pour qu'année après année, récolte après récolte, le sol puisse résister à cette sécheresse-là. Parce que ça aussi, c'est un point important. C'est-à-dire que les gens ne savaient pas d'où venait la sécheresse. C'était pas juste « Ah, OK, il fait chaud un peu aujourd'hui, il va y avoir une sécheresse ». La température était excessivement instable. C'est-à-dire que vous pouviez avoir des jours, des semaines de sécheresse, puis avoir 2 jours de pluie torrentielle.
Mais malgré ça, vous pouviez soit avoir une super de bonne récolte à cause de ces 2 jours-là, ou tout perdre à cause des 2 semaines de sécheresse. Et évidemment, un moment donné, comme vous pouvez vous imaginer, un moment donné, on a eu l'exode. Les gens ont simplement décidé de quitter, essayer d'aller vivre dans le nord, essayer d'avoir des meilleures terres. Souvent, au nord, c'est encore pire. Il n'y a pas de solution. Donc, les gens abandonnaient leurs fermes, abandonnaient leur équipement, tout rouillait sur place. Et c'était quand même, on parle de plusieurs centaines de milliers de personnes qui étaient là. Donc, et en plus, on est dans les années 30. C'est-à-dire qu'on est dans une époque où toutes les provinces ont besoin d'aide parce que c'est la crise. Les fermiers, on a eu besoin pas à peu près, mais c'était la même chose à Montréal, par exemple, a eu besoin d'encore plus d'aide que les prairies au complet. Donc, tout le monde était stretché. Tout le monde était au bout du rouleau. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Donc, ça aurait été bien évident pour beaucoup de gens aujourd'hui, par exemple. Si on prenait des académiciens ou les politiciens qu'on connaît aujourd'hui, qu'on les mettait dans les années 30, sûrement qu'ils vous disaient, bien, il n'y a rien à faire. Ou on n'a pas d'argent. Mais malgré ça, il fallait faire quelque chose. Et grâce à une poignée de gens, ils ont réussi pas à résoudre toutes les questions, ils ont réussi quand même à résoudre plusieurs problèmes. Et c'est ça dont je vais parler. Il y a une mobilisation en 1937. Peut-être les gens ont déjà entendu parler de ça, mais c'était... voilà, vous voyez ici. Oups. Les gens ont déjà entendu parler de ça, le Prairie Farm Rehabilitation Act? OK. Donc, sans ça, il y aurait sûrement rien qui serait produit dans les prairies canadiennes. Ce que vous aviez là, c'était une mobilisation. C'était une mobilisation qui avait deux facettes. Il y avait la facette scientifique, c'est-à-dire que le gouvernement d'Ottawa avait octroyé entre 1 et 2 milliards de dollars par année à une poignée de scientifiques pour faire des recherches sur comment contrôler le sol, comment anéantir les criquets, par exemple. Aussi étudier le type de machinerie nécessaire. Parce que, comme je vous dis, la science de l'agronomie à ce moment-là était vraiment à son berceau. Là. On ne connaissait pas beaucoup de choses. Et c'était aussi, c'est-à-dire qu'on a besoin de gens qui allaient éduquer les fermiers. Donc, la première approche, et beaucoup de gens disent que c'est pour ça que ça a été voté, c'est que c'est une approche un peu technique, gentille, de dire, si on apprend aux fermiers comment s'arranger, ils vont s'arranger par eux-mêmes. Donc, ça ne doit pas être trop compliqué de contrôler le sol, de redévelopper les prairies. Mais évidemment, cette idée-là a duré 2 minutes parce que quand les scientifiques, puis les gens d'action, les ingénieurs, les scientifiques du sol sont retrouvés dans les différents postes à travers les prairies, c'est évident qu'ils étaient débordés de demandes des fermiers qui demandaient de l'aide de tous bords, tous côtés. Et un fermier devait vraiment, pas un fermier, mais les ingénieurs du PFRA étaient vraiment tirés par tous les bouts, devaient se déplacer dans plusieurs villes par jour, non seulement donner des cours, mais vraiment aller sur le terrain pour voir quelles étaient les techniques utilisées, quels étaient les problèmes. Et un moment donné, il y a un des ingénieurs qui a dit, qui a montré que ça avait pris 10 jours pour contrôler l'équivalent de 400 acres de terrain agricole pour mettre sous contrôle. Le problème, c'est qu'il y en avait 2 millions d'acres à s'occuper et ils avaient un mandat de 5 ans pour s'occuper de ça. Donc, ça ne va jamais marcher, c'est évident. Mais une des choses très importantes qui a eu lieu avant le PFRA et qui a fait que ça a fonctionné, c'était une mobilisation, ce qu'ils appelait le Dominion Experimental Farms. Ça, c'est en 1886 où ça a commencé, où il y avait
5 ou 6 fermes expérimentales à travers le Canada, de Ottawa à l'est jusqu'à la Colombie-Britannique. Donc, on couvrait tout le terrain. Oui, on a déjà commencé à faire des expériences sur essayer de créer des meilleurs plants, des meilleures graines pour, par exemple, le blé. Développer la machinerie nécessaire. Parce que ça a l'air de rien, mais un tracteur, c'est pas juste une lame qui rentre dans le sol. Je veux dire, pour développer certains types de lames qu'ils ont développées à l'époque, ça pouvait prendre 15 ou 20 ans de brainstorming et de tentatives. Parce que votre sol est quand même assez capricieux. C'est pas juste de la terre que tu laboures. Il y a vraiment plusieurs choses à penser. Et c'est ces fermes-là qui ont donné l'appui nécessaire, l'appui scientifique nécessaire aux gens du PFRA pour vraiment mener leur mobilisation. Puis je vais donner quelques exemples qui, je pense, sont les plus intéressants. Parce que il y a sûrement plusieurs écologistes qui diraient qu'ils ne font pas partie des écologistes extrêmes, mais vous avez sûrement déjà entendu ça. Il y a des gens qui vont vous dire, quand tu leur parles de développement scientifique ou tu leur parles de Nawapa, ils disent, mais vous n'êtes pas en train de jouer à Dieu. Ils sont très sérieux. Vous n'êtes pas en train de tout bouleverser. Et ce qui a permis au Canada de se développer, c'est justement des gens qui, je ne pense pas qu'ils se prenaient pour Dieu, qui avaient un complexe de Dieu, mais c'était des chercheurs, puis c'est des gens qui étaient, je ne dirais pas qu'il y avait une haine contre le Dust Bowl, mais ils voyaient vraiment la misère des gens, puis ils étaient mobilisés pour arrêter cette misère qui n'aurait jamais dû être là, premièrement. Et un des premiers exemples, justement, Lawrence Kirk. Parce que la première chose qui était la plus rapide à faire pour résoudre le problème de l'érosion du sol, c'était de transformer certains des sols en terrain de pâturage pour le bétail. C'est-à-dire de simplement replanter un herbe ou un gazon qui serait assez solide pour durer tout l'été, puis soutenir les vents coriaces des sécheresses et aussi, évidemment, la température. Mais il y avait un léger problème, c'est que tout type d'herbe qu'on appelle indigène, qui venait des prairies, était trop faible. C'est-à-dire, soit il mourait durant l'été ou il mourait durant l'hiver. Donc, quand la sécheresse passait, elle emmenait tout. Et Lawrence Kirk, qui faisait beaucoup d'expériences, je crois que c'était à Swift Current, dans la ville de Swift Current, et qui a commencé à faire différents types d'essais avec différents types qu'on va appeler de foin. Et un moment donné, il a fait un test, il a fait quelque chose d'assez anti-écologique. Il s'est demandé justement qu'est-ce qu'il plantait en Russie, en Chine, pour justement voir qu'est-ce qui pouvait soutenir des températures extrêmes, comme en Sibérie, par exemple. Et c'est là où ils ont emmené ce qu'on appelle en anglais le crested wheat grass. À vrai dire, Lawrence Kirk a commandé de ces graines-là des États-Unis, qui avaient une certaine quantité. Et quand il a essayé ça, c'était le miracle agricole. C'était un herbe qui était vraiment tenace et qui semblait donner beaucoup d'espoir aux gens des fermes expérimentales. Donc, ils ont fait différentes expériences isolées. Et comme dans toute recherche scientifique, on perd souvent beaucoup de temps. Puis justement, 5 ans ont été perdus parce que le sol utilisé dans l'expérience isolée était de trop bonne qualité. C'est-à-dire que le crest wheatgrass avait, comme il disait dans une des citations, c'est que cette herbe-là avait besoin de l'adversité. Ne pouvait pas croire dans la prospérité. Donc, imaginez, vous venez de perdre 5 ans parce que vos expériences étaient justement trop bien faites. Donc,
Ils ont planté le cress wheatgrass dans un terrain justement plus aride. Puis ils se sont rendus compte que justement, ça n'avait aucun problème pendant des hivers rudes. Pendant l'été, l'herbe semblait être morte, mais est encore très vivante et elle reprenait de ses forces plus tard. Et c'est devenu, dans le fond, c'est ça qu'il y a maintenant dans les prairies, tout ce qui est pâturage, c'est le crested wheatgrass qui vient de Russie. Donc, c'est même pas une plante, c'est une introduction, dans le fond, d'une plante étrangère au sol canadien qui a permis de sauver l'érosion. OK, le Paris Green. Attends, je vais parler du trash following. Le trash following, c'est dans le fond, ce qui était l'habitude des fermiers à l'époque, c'était ce qu'on appelait le summer following. C'est-à-dire qu'avant l'été, vous commenciez tout de suite à labourer votre champ. Vous faisiez sûr de labourer dès qu'il y avait une pluie pour mélanger le sol avec l'eau. Et les scientifiques ont découvert que c'était ça qui causait souvent l'érosion. Parce que le sol avait besoin d'être laissé à lui-même. Et au lieu d'essayer de le labourer pour mélanger les nutriments ou quelque chose comme ça, il fallait tout simplement le laisser intouché avec une certaine couche d'un résidu. Et c'est ça qui permettait justement au sol de se tenir, de garder son humidité aussi, qui est très important parce que l'eau est très, très intermittente. Et ce qu'ils ont fait, c'est au lieu de couper toutes les mauvaises herbes, de déraciner toutes les mauvaises herbes comme on fait dans nos jardins, ils ont dit non. Fais juste couper le haut de l'herbe, du weed, le weed. Et les gens au début ne comprenaient pas. Parce que l'idée, c'était que tu veux que les racines restent, mais en coupant suffisamment profondément, tu gardais la racine dans le sol, puis tu empêchais la repousse. Et les fermiers, au début, étaient un peu inquiets parce qu'ils disaient regarde mon champ, ça a l'air d'un merdier total. Puis les types du PFRA, ils disaient non, t'inquiète pas, ton sol, inquiète pas, tu as une méchante bonne récolte cette année. Et le fermier, il ne comprenait vraiment pas, il se retenait pour ne pas labourer, tu sais, pour essayer de donner un peu une belle image à son champ. Mais c'était, oui, là, c'était plus, le problème, c'est plus la tradition. Cette idée était très sommaire de mélanger la terre, parce que c'est ça que mon grand-père faisait. Puis lui, en 1880, il y avait des grandes récoltes. Pas très scientifique. Et ils ont appelé ça plus tard le trash following, parce que c'est de ça va l'air, c'est de la trash. Mais pour faire ça, parce que ça a l'air niaiseux, mais vous dites, OK, il faut couper la mauvaise herbe assez précisément. Et là, ça a pris un type qui a développé ce qu'on appelle la Noble Blade. Charles Noble, qui habitait en Alberta, mais qui est américain de souche. Et qui a fait plusieurs essais pendant justement 15 ans pour essayer de développer le type de lame et aussi d'ajuster le type d'inclinaison pour que vraiment la coupure se fasse très précisément sans déloger trop le sol. On veut que le sol reste le plus intact possible. Et ça, c'est le genre de lames qui ont vraiment commencé à être utilisées sérieusement dans les années 40. Avant ça, il y avait certains modèles, mais c'était du rafistolage à chaque fois. C'est vraiment compliqué. Et là, c'est ça. Donc, ce qu'on est en train de parler, dans le fond, c'est qu'il y a on a un problème de sécheresse qui est urgent, mais dont les solutions prennent des années. Donc, si vous êtes devant une urgence, puis vous mettez à capoter, on n'a pas le temps, il n'y a pas de gens, puis à un moment donné, tu ne vas jamais rien résoudre. Et aussi, bien évidemment, les criquets. Il y a un type qui s'appelle Norman Criddle, qui déjà à l'âge de 13 ans avait fait une découverte assez importante que le criquet
avait besoin d'humidité. C'était ça qu'il cherchait. Donc, l'expérience qu'il a faite, c'est assez simple. Il a pris l'excrément de vache qu'il avait mélangé avec du Paris Green. Paris Green, c'est une espèce de colorant, mais qui est aussi un poison. Et quand les criquets se sont ramassés sur l'excrément, ils sont tombés comme des criquets. Et le lendemain, les criquets continuaient à venir, mais ils ne s'intéressaient plus à l'excrément parce que l'excrément était sec. Donc là, il a réalisé, OK, donc on va les coincer partout où il y a de la moisissure. Le Paris Green a connu évidemment plusieurs évolutions parce qu'à un moment donné, le poison allait même tuer le bétail. Il était désespéré à ce point-là de tuer les criquets que le truc était archi fort. Fait qu'il y a eu plusieurs ajustements. Mais pour vous donner aussi l'ampleur du problème, à chaque année, on arrivait à étendre du poison, peut-être pour protéger 1 million, 2 millions d'acres. C'est quand même beaucoup, mais à un moment donné, dans les années, fin des années 30, ils ont réussi à asperger, avec l'aide de à peu près 50 000 fermiers, d'asperger 22 millions d'acres avec le poison. Mais malgré ça, malgré le fait qu'ils ont une bonne récolte, le criquet a causé la destruction de 10 % de la production. Donc, c'est hard, là. C'est pas juste un criquet que tu écrases avec ton pied, là. C'est un nuage qui vraiment détruit des vies entières, détruit des régions énormes. Mais le Paris Green et aujourd'hui, évidemment, d'autres produits comme ça. D'autres produits aussi qu'il faut adapter au type de criquet. Puis aussi différentes plantes. On a découvert que des plantes comme l'orge causaient la mort de criquets. Donc, il y avait un arrangement du territoire fait à ce niveau-là. OK. Et là, je ne vais pas encore parler de l'eau. Hein. Tout ce dont je vais parler, c'est une mobilisation nécessaire de l'esprit humain. Parce que c'est sûr que même si le PFRA recevait 1 million, 2 millions, souvent ils n'arrivaient pas à le dépenser parce qu'ils n'avaient pas l'arrangement logistique nécessaire. Puis c'est plus vers la fin qu'ils ont réussi vraiment à dire OK. Par exemple, concernant le Crested Wheatgrass, là, évidemment, les Américains sont mis à produire le Crested Wheatgrass de façon des quantités monstres qu'ils ont exportées au Canada par la suite. Vous avez aussi eu un des projets les plus importants, c'est évidemment conserver l'eau. Ça commence comment? Bien, ça commence en creusant des trous pour capter la neige, capter l'eau des précipitations. En tout, il y a eu 80 000, évidemment, on ne parle pas de petits trous, on parle de bassins, une espèce de piscine, si vous voulez, de plusieurs dizaines de mètres de périmètre, qui conservait une bonne quantité d'eau pour chaque année pour justement permettre l'irrigation. Une irrigation assez modeste, évidemment, là, à ce moment-là. Mais 80 000 bassins, ça, c'est dans les années 60. Donc, de 1939 sur 20 ans. 80 000. Ah, puis je vais vous montrer une petite image là-dessus. Oh. Donc, la légende n'est peut-être pas trop claire, mais vous avez, tout dépendamment des couleurs, vous avez soit de 0 à 10 projets, 11 à 30 projets, 31 à 50, 50 ou plus. Plus c'est foncé, plus il y a des projets. Puis ça suit vraiment le triangle Palliser. C'est quasiment ça. Donc là, on parle de bassins collecter l'eau. On parle aussi de petits barrages. Souvent, un barrage très simple fait avec de la terre qui permettait d'acheminer l'eau. On parle de 3000, attends si je ne me trompe pas,
vous donner la bonne... non, pardon. On parle de 10 000 barrages. On parle de 3 000 projets d'irrigation. Donc là, on change tout, là. On est en train à un niveau quand même assez bas, en train de changer toute la conception du territoire, des prairies. Et évidemment, si vous avez une sécheresse, bien, votre bassin il ne se remplit pas. Puis souvent, la neige n'était pas garantie non plus. C'est pas parce qu'on est au Canada qu'il neige partout. Et les gens du PFRA ont été les premiers à vraiment mettre sur la table, écoutez, ça nous prend des barrages, on n'a pas le choix. Et les barrages ont servi à deux choses. Non seulement produire de l'eau pour l'irrigation, mais, et ça c'est un aspect plus important qu'on pense, aussi d'assécher certains territoires. Par exemple, sur la rivière Saskatchewan, qui est une des rivières sur laquelle on a fait deux barrages très importants dans les années 50 et 60. Vous aviez le barrage qui s'appelle le South Saskatchewan River Dam, qui a permis la création d'environ 2 millions d'acres de terres agricoles à travers le processus d'irrigation. Mais un petit peu plus loin, il y avait sur la même rivière, il y avait un projet d'assèchement, de drainage du territoire. Et là, ils ont créé un autre million d'acres pour l'agriculture. Peut-être, je pense que Excuse si l'image n'est pas terrible, j'ai dû copier ça d'un livre à la bibliothèque, puis après le scanner. Ce n'est pas un barrage qui est nécessairement très très haut, très spectaculaire, mais quoi qu'il est quand même, c'est quand même 3,5 km de long. Et c'est un système assez... à l'époque, on pourrait même dire que c'est un système un peu chiant parce que tu avais vraiment besoin, afin de savoir comment transmettre ou distribuer l'eau, il fallait vraiment que tu aies des gens partout dans la province, dans les provinces, qui parlaient aux fermiers. Ils disaient, OK, est-ce que tu as besoin d'eau quand? Ils les appelaient la centrale pour planifier justement les ouvertures des tunnels pour laisser passer l'eau pour les fermes. Parce qu'il ne fallait pas en envoyer trop non plus. Parce que l'humidité, par exemple, trop d'humidité pouvait créer d'autres problèmes comme la rouille, dont on en parler rapidement. Puis aussi, tuer tes semences. Et à l'époque, c'est ça. À l'époque, c'était le plus gros projet, soit équivalent ou un petit peu plus petit que les voies du Saint-Laurent, qui était un projet phénoménal. Ce barrage-là aussi produisait, je pense, 1,5 gigawatt d'énergie, à peu près. Donc, significatif. Vous avez aussi le barrage sur la rivière Sainte Mary, c'est ce qui est plus en Alberta. Encore là, c'était vraiment un coût de centaines de milliers d'acres qu'on arrivait à... Parce qu'il faut penser que l'irrigation, mettez-vous dans la peau du fermier, c'est-à-dire les sécheresses, vous ne savez pas du tout d'où ils viennent. Même les gens du PFRA ou du Dominion Experimental Farm n'avaient aucune idée de comment ça se faisait exactement. Donc, il fallait fourvoyer la nature. Il fallait, dans le fond, agir pour créer les conditions où la sécheresse serait pratiquement pas... en fait, qu'on ne la sentirait pas du tout. En amenant, évidemment, non seulement en amenant l'eau nécessaire, mais en étant capable de diriger l'acheminement de l'eau. On va avoir un contrôle très sérieux sur l'agriculture. OK.
OK, ça, c'est la vraie image du triangle Palliser. C'est-à-dire que la sécheresse n'arrête pas à la frontière. Elle n'a pas besoin de passeport. Elle fait ce qu'elle veut. Et par exemple, ben, c'est de là où vous avez originait le fameux nuage de poussière en 1934. Et aussi, le Canada, par exemple, a subi énormément d'invasions de criquets provenant des États-Unis. Ce n'était pas parce que les Américains voulaient nous envahir, c'était la nature qui était déréglée, qui, d'un côté, faisait pousser quelque chose, puis de l'autre, ben, le ravageait. Donc, la question, quand on pense à des choses comme Nawapa, c'est-à-dire que là, on est en train de se demander la question, comment ça, est-ce que ça s'est produit? Comment est-ce que cette sécheresse est produite par la nature? Donc, là, je vais vous parler de deux hypothèses, parce que c'est juste des hypothèses encore aujourd'hui. On fait des corrélations entre statistiques. Donc, ce que vous voyez là, c'est la première hypothèse, c'est-à-dire que c'est les courants marins dans les océans, différentes dépressions atmosphériques qui causeraient ces sécheresses-là, qui, je vous rappelle, sont récurrentes depuis le 13e siècle. Donc, oubliez global warming, là. C'est des trucs qui sont créés par quelque chose qu'on appelle des cycles à long terme. Donc, c'est tout simplement, on étudie certains endroits, ce qu'on appelle les grandes plaines, les endroits sèches en Amérique du Nord. On essaie de faire des corrélations avec les températures, les vents froids, les vents chauds, pour essayer de voir si ça fit. Et certains scientifiques pensent que ça pourrait être la principale cause de sécheresse. Mais aussi le soleil, pas en termes nécessairement de la température, mais en termes de son activité. Vous voyez le point bleu en haut à gauche. Ça, c'est la Terre. Ben, pas au niveau de la proximité, mais au niveau de la dimension. Puis vous pouvez voir à côté, c'est-à-dire que le soleil a des cycles d'activité, soit de 11 ou 22 ans. À un certain moment où le soleil est vraiment excité, produit énormément de vent solaire. Puis justement, ben, un vent solaire, c'est plus que des rayons avec un petit peu de vitamine D. C'est des trucs de plusieurs milliers de degrés. Puis heureusement, ben, il y a le champ magnétique qui nous protège. Ça, Peter va en parler un peu plus. Mais ce que vous voyez à droite, c'est à l'Illinois. Les pointes élevées démontrent un manque de pluie. Donc, je pense que c'est négatif. Moi, ça, négatif 2, je crois que c'est en centimètres. Donc, ça veut dire que l'évaporation est peut-être plus importante que la précipitation. Une différence de 2 cm de pluie. Vous avez différents moments. Et justement, ben, ces moments-là seraient équivalents au cycle solaire, selon un scientifique qui s'appelle Curry, qui fait 3 études là-dessus, puis que la communauté scientifique a l'air d'être d'accord avec. Donc, ça, c'est les deux types de cycles qu'on regarde actuellement. Donc, quand je parlais tantôt de l'eau qu'on va chercher dans le nord, c'est de l'eau qui provient de l'évaporation de l'eau de tout le continent, qui, à cause de certains courants marins qu'on connaît un peu mieux, on connaît mieux le cycle de l'eau, se ramasse dans le nord de l'Alaska et du Yukon. Et en acheminant cette eau-là dans le sud, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement, parce que là, vous voyez que, moi, j'ai parlé d'un tout petit aspect ici, qui représente environ une quinzaine de millions de tonnes de blé par année quand même. Mais le problème de la nature, le problème de l'irrégularité de la nature s'étend à tout le continent. Donc, quand vous descendez le projet, c'est-à-dire que là, vous avez encore plus de déserts. Mais aussi, encore là, ces déserts sont des terres de très bonne qualité. Pas partout. Vous avez des endroits où, à l'œil, on dirait du sable de plage, mais c'est des terres qui, si bien alimentées en eau, peuvent produire des récoltes phénoménales.
Mais plus loin que l'agriculture, c'est-à-dire qu'on est en train de lancer de créer des conditions, ce qu'on pourrait appeler une tension entre les phénomènes naturels puis l'être humain. C'est-à-dire qu'on ne va pas simplement dire qu'on en a besoin pour notre production de nourriture, mais qu'on a besoin de ce projet-là pour être capable justement de repousser les frontières. Comme on a repoussé des frontières dans les années 30, et ce qui s'est passé dans les années 30 au Canada, évidemment, c'est répercuté à travers le monde, comme vous pouvez vous imaginer. Ces techniques-là ont été diffusées à travers le monde. Non seulement la nourriture, mais les techniques de production, qui a permis justement de faire une vraie révolution verte dans des places comme, justement, on parle souvent de l'Inde, qui a une révolution verte, mais partout où on voulait produire de la nourriture, ça prenait ce genre de mobilisation scientifique-là. Malgré le manque de fonds, on a réussi à faire quelque chose de phénoménal, qui a encore des répercussions aujourd'hui. Parce que, comme je vous ai montré tantôt, ce qui s'est passé à Phoenix, je ne pourrais pas vous dire que ça se passe encore dans les prairies, mais vous avez ce même danger-là, que si vous arrêtez de soutenir votre terre, de soutenir vos infrastructures, les sécheresses vont avoir un impact encore plus grand. Les sécheresses sont toujours là. Ils ne sont pas disparus. On n'a pas mis un mur par-dessus les rocheuses pour essayer d'arrêter tous les courants, tout l'impact venant des océans. Et on va avoir besoin non seulement de quelques centaines de scientifiques, mais des dizaines de milliers. Des hydrologues, géologues, agriculteurs, ingénieurs. Toute l'étude de l'eau est un phénomène tellement encore inconnu. Puis juste pour vous donner une idée, il y avait un des scientifiques dans un de nos vidéos qui parlait de l'eau. Et le simple fait de faire chauffer de l'eau, que tout le monde fait tous les jours, va créer un nombre de nouvelles bactéries qu'on ne connaît pas. Donc, imaginez-vous le scientifique là, qui se fait bombarder chaque année de nouvelles bactéries qu'on retrouve dans l'eau. Lui, son travail, c'est de garder l'eau propre. Parce que si vous produisez du blé ou des légumes, votre eau doit être de la meilleure qualité possible. Toujours. Donc, simplement de faire chauffer l'eau, créer des nouvelles bactéries, bien, on peut s'imaginer que l'acheminement de l'eau, d'une eau d'un certain type qui est dans le nord, à travers une série de terres, de sols différents, aussi qui va croiser un différent type d'eau, différents types de faune aquatique, etc., va créer des changements qui seront très durs à répertorier et qui ne seront pas faits avec des modèles satellites. Ça va prendre des gens sur le terrain qui vont se saler, qui vont dormir 2-3 heures par nuit parce qu'ils vont être sur le terrain en train d'aider les fermiers ou aussi de permettre à cette eau-là, évidemment, d'avoir un rôle dans le développement industriel. Parce que vous voyez, si on arrive à contrôler le cycle de l'eau, c'est-à-dire que, par exemple, si vous avez besoin d'1 tonne d'eau pour produire un œuf, ce qui semble un peu débile, mais si votre eau revient par des précipitations, il n'y a pas un problème. Cette eau-là revient. Il faut la traiter sous certains aspects, évidemment. Mais cette eau-là revient. Là, le problème, c'est qu'elle ne revient pas, c'est qu'elle s'en va. Et dans certains endroits, encore aujourd'hui, dans les prairies, vous avez des endroits qui sont tellement secs que vous voyez une précipitation, mais il n'y a rien qui tombe. Parce que l'eau s'évapore tout de suite. Donc, l'évaporation est plus forte que la précipitation même. Donc, imaginez dans un désert comme en Arizona, c'est des choses qu'on peut voir. Donc là, vous voyez une idée plus vers le sud. Vous voyez la partie ouest, qui est une partie très montagneuse, très aride, mais il faut que l'eau passe. Donc, vous avez une série de tunnels, une série de pompes gigantesques qui vont être capables de pomper l'eau par le haut et la faire descendre de façon gravitationnelle pour irriguer certaines des meilleures terres américaines et transformer la biosphère. Donc, là, ce n'est pas simplement l'eau qu'on étudie, mais c'est vraiment son impact avec la biosphère au complet. Et ça, ce n'est pas la nature qui va faire ça elle-même. Et c'est souvent
ce qu'on est en train de parler, c'est une mobilisation scientifique et morale. C'est sûr qu'on pourrait attendre qu'aux États-Unis, il y ait un problème incroyable d'eau. Pour être au Canada, on pourrait vendre notre eau à très bon marché. On pourrait même avoir le water stock market à Montréal. Pourquoi pas? On assurerait l'avenir des Canadiens, au moins certains Canadiens. Mais ça, c'est con. C'est ça qu'on voit depuis 40 ans. Ça tue du monde. C'est ça que ça fait. Donc, ce qu'il faut penser, c'est vraiment penser quels sont les besoins physiques et cognitifs, qu'on pourrait dire, de l'être humain. Comment est-ce qu'on peut repousser les frontières de notre ignorance, qui est énorme quand on y pense, et que ce projet-là, justement, va permettre, comme avec le PFRA de l'époque, permettre un rayonnement dans les autres nations qui ont des problèmes très similaires, dans des conditions différentes, mais qui confrontent le même genre de problème, c'est-à-dire que l'être humain doit maîtriser la nature et pas s'endormir, comme on dit, pas s'endormir au volant. Et je pense que c'est ça qui est important, d'amener cet aspect aux gens où tout le monde sait qu'on produit, qu'on produit une quantité phénoménale de céréales au Canada, mais personne n'a une idée de comment c'est fait. Donc, personne n'a une idée vraiment de c'est quoi ce que Larouche appelle l'économie physique. OK, juste laisser là. Puis l'économie physique, c'est justement, c'est quand... Dans le fond, ce qui est derrière ça, c'est vraiment une idée de... Quand vous avez des gens qui se préoccupent de la population, de façon sérieuse. Pas simple charité ou... se mettre à pleurer devant une vidéo de vision mondiale, des trucs du genre. C'est des gens qui vont se consacrer eux-mêmes dans la résolution de ces problèmes-là, que ça prenne 15, 20, 30, 40 ans. Et ça, c'est jamais un diplôme qui arrive à donner ce genre de drive. Même souvent, le diplôme va péter la drive. Comme on a vu au meeting sur Haïti hier, mon Dieu, c'est des gens qui ont tellement siphonné de livres, qui connaissent tellement de choses, mais qui ont tellement peu à dire en termes de solutions, que c'est vraiment tragique. Puis ici, il faut penser aussi, des fois, ça devient quasiment évident que quand on parle de grands projets et tout ça, on a une population à organiser là-dessus. On a des scientifiques organisés là-dessus. On a des gens qui ont des grandes connaissances encore. Des gens qui sont malheureusement très âgés souvent, 70, 80. On a même un scientifique de 97 ans à Terre-Neuve. C'est un monsieur qui s'appelle Thomas Kierans, qui est un des grands scientifiques canadiens qui avait élaboré aussi un projet similaire de canalisation d'eau pour le Canada et les États-Unis. Et vous voyez que c'est une autre génération. Les trucs pessimistes de baby boomers, ça l'écœure. Il faut vraiment redévelopper ce genre d'approche-là, ce genre de projets qui vont nous donner les bases au niveau de la connaissance et au niveau physique aussi pour faire face aux 50, 100, 200 prochaines années, puis permettre aussi aux autres nations de faire de même dans les autres projets. Et c'est ça le projet de Larouche. C'est rien de vraiment technique en soi. C'est-à-dire que ça prend une drive et ça prend des gens aussi qui s'identifient dans tout ce courant historique. De dire, on va prendre des exemples comme le PFRA ou le projet NAWAPA, qui est un projet des années 60, mettre ça sur la table, pas parce que c'est cool, c'est original, mais parce que c'est nécessaire, puis de mobiliser la population là-dessus. Fait que sur ça, je vais laisser la parole à Peter. Et après, Peter, on va pouvoir prendre les questions. Merci.